Si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut probablement dire que tu as des cryptos. Mais est-ce que tu as pensé à les déclarer? Je sais, c'est chiant les gars, mais il faut passer par là. Et ça tombe bien, c'est une émission spéciale impôt, flat tax, optimisation fiscale, etc. J'étais avec Loïc de Compta Crypto et Myriam de Solid Finance, c'est des experts sur le sujet. On a parlé de pourquoi il faut déclarer ses cryptos, combien on va payer, comment on peut optimiser, comment l'État font pour nous contrôler. Et vous allez voir qu'en plus, il y a des nouvelles directives qui arrivent et des nouvelles réglementations qui vont rentrer en vigueur très bientôt. Ça va être très très chaud pour vous si vous n'avez pas déclaré. On a pris le temps de répondre à énormément de questions dans le chat également. En clair, tu peux pas avoir des cryptos dans ton wallet et ne pas regarder cette vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas fait leur comptabilité crypto, Loïc il nous a filé un code promo, donc n'hésitez pas à y aller. Contacrypto.com, c'est parti. Et non, c'est pas parti parce que vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous. Ok, maintenant c'est parti. Let's go. Ce soir, on va parler des sujets qui fâchent et on est avec Mister Loïc, Loïc. Comment ça va? ça va et toi? Très bien. On est avec Loïc et on est avec Myriam. Myriam. On va commencer par présenter les invités. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des impôts, on va parler de la flat tax, on va parler des exchanges, on va parler de comment vous faites pour cacher vos cryptos. On a le droit de parler de ça. Oui. Voilà, Bon, ce quand que même, vous on va voir. risquez. Ce que vous risquez, la compliance, la réglementation, etc. Donc ça, c'est la première partie comme d'hab. Ensuite, la deuxième partie, on analyse une petite crypto ensemble, on regarde les news, on fait des petits jeux. C'est comme d'hab. Et du coup, t'es pas abonné à Blogs, abonne-toi. Voilà, les gens saluent dans le chat. N'hésitez pas à mettre les messages et si c'est pertinent, on lit. Et si c'est des conneries, on lira pas. Et du coup, 5 minutes chacun pour vous présenter, pour que les gens essaient de vous situer et ce que vous faites dans la vie. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous tous ce soir, c'est top. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai un background assez financier. Je travaillais dans de la comptabilité, dans de l'audit. Aujourd'hui, je suis CEO de Solid Finance. Solid Finance que j'ai cofondé avec Olivier. On est deux anciens de la finance, on est passionnés de blockchain, de stablecoin. Et chez Solid Finance, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une infrastructure, on a développé notre propre AMM, on est une infrastructure de paiement en devises étrangères. Alors, on ne va pas concurrencer Fipto, on est complémentaires. Ce qu'on permet de faire, c'est qu'on va équiper les infrastructures de paiement, les banques, tous les établissements de paiement qui ont besoin de faire tout simplement des paiements de devises étrangères, de swapper. Donc, on a notre infrastructure d'IBAN à IBAN. En dessous, on a nos swaps. Et ça permet aujourd'hui d'aller faire des paiements en euros, en dollars, 3 à 6 fois moins cher minimum. Donc ça, c'est ce qui nous occupe au quotidien. On a une bonne passerelle entre la DeFi et la finance traditionnelle parce que c'est la réalité de notre quotidien aujourd'hui. Les acteurs de la finance ont compris l'intérêt et la puissance surtout de la blockchain. Nous, on a désintermédié totalement un parcours de paiement entre la France et des pays étrangers. Ça permet de diminuer les coûts, c'est plus fiable, c'est plus rapide, donc tout le monde est en train d'aller là-dedans. Bridge, les Américains, ils sont à fond, ils ont été soutenus. Là, ça a été le crack, vous avez certainement suivi tout ça. Plus d'1 milliard d'euros qui a été racheté. Solid Finance, aujourd'hui, on ambitionne d'être le leader européen dans cette infrastructure de paiement. Et donc, on discute avec les banques pour pouvoir leur offrir tout ça. Et puis, on a un petit bonus, parce que quand même, c'est cool d'être dans notre écosystème, faut se privilégier, mais on en parlera après de ce petit bonus Ah, mais tu m'as pas dit. pour notre écosystème. Tu m'as pas dit. Ça tease. C'est XRP Killer, hein, les amis. Non, nous, C'est quoi le positionnement on par est rapport flat. à XRP? En fait, nous, on n'est pas une blockchain. On n'a pas notre Ouais. blockchain, donc on n'est pas du tout là-dessus. On va agréger des stablecoins, on va être, in fine, on aura plusieurs blockchains, mais Olivier en parlerait beaucoup mieux que moi. Donc moi, je vais aller vraiment sur des positionnements de marché. Et on est régulé, on Ouais. est fou. XRP sont pas régulés? On est complètement régulé, on est en train de passer chez Mika et on s'adresse aux établissements. Donc on est une infrastructure de paiement, on n'est pas une blockchain. Et dans les services, et in fine, on ne fait pas le même métier. C'est pour ça qu'on ne se positionne pas comme XRP Killer ou même Fipto, parce qu'on ne veut pas être concurrent. On veut vraiment venir équiper tout le monde. Ok, bah tu nous raconteras tout ça. S'il y a Avec des plaisir. questions, n'hésitez pas. Et merci, je crois qu'il y a eu un follow, ton casse-croûte. Merci beaucoup, mec.
Donc moi, D'accord, je m'appelle Loïc Santel, donc j'ai cofondé Compta Crypto. Donc Compta Crypto, c'est une application de pré-comptabilité donc pour les professionnels et les particuliers. À la base, c'est devenu d'un use case vraiment très métier, parce que Paul Armand, donc mon associé, c'est un ancien trader algorithmique. Il a tradé plusieurs millions d'opérations, essentiellement en contrat futur. Et à J'aime bien ça. l'époque, c'est pas mal. C'est qui ton Il associé? il s'appelle Paul Armand Azus, si vous voulez le suivre. Et donc Paul Armand, quand il a dû faire sa comptabilité, il n'y avait pas de solution qui existait à l'époque, il n'y avait aucun concurrent à nous, par exemple des Walsio, des Cryptio, vraiment il n'y avait personne qui existait. Et en plus, le pauvre, il a eu un avis de contrôle fiscal dans la foulée, donc du coup, il a vite dû faire une comptabilité propre. Et donc là, il s'est tourné vers mon autre associé qui est avocat fiscaliste, qui s'appelle Grégoire Loustalé, donc c'est le cabinet LWM à Paris. Et à eux deux, ils ont créé la version 1 en soi de l'outil, voilà, juste pour passer le contrôle fiscal de Paul Armand. Il n'a pas été redressé, donc c'est que ça marche. Ouais. Et après ça, en plus, Paul Armand, il avait d'autres amis à lui, d'autres contacts à lui qui ont fait même plusieurs milliards d'opérations. Donc nous, c'est la plus grosse comptabilité qu'on a fait aujourd'hui à plusieurs milliards d'opérations. Une très belle success story pour ces personnes-là aussi. Par contre, on ne peut pas en parler de cela. Et donc, pareil, on a la boîte, on a travaillé essentiellement pendant 2 années exclusivement pour ces personnes-là. C'est les personnes qui ont fait tous les produits financiers qui existent, tous les tokens qui existent, vraiment à un niveau de complexité assez fort. Et c'est ce qui nous a donné toute la robustesse aujourd'hui du produit qu'on a. Et moi, pour ma part, en tout cas, alors moi, à la base, je viens d'un milieu complètement différent. Je viens de l'immobilier à la base. Ok. J'avais des agences immobilières au Portugal que j'ai revendues après. Et en fait, au final, quand je suis rentré du Portugal, j'ai bossé pour une boîte de comptabilité à Lyon qui s'appelle Indy, qui est assez connue. Ils équipent pas mal de professions libérales notamment. Et là-bas, moi, j'étais chargé de générer les leads pour pas mal de commerciaux. Et tous les mois, j'avais des entrepreneurs qui venaient me voir et ils me disaient moi, j'ai de la comptabilité à faire en crypto. Est-ce que vous pouvez me voir? Parce que j'ai fait 10 cabinets là et personne ne me prend. Ouais. Et tous les mois, j'en avais 5, 10, 15, 20 comme ça. Je dis, c'est dingue. Et du coup, voilà, en entrepreneur, j'ai mis cette petite boîte, cette idée dans une petite boîte à idées. Et au final, mes associés, du coup, Paul Armand, Grégoire et Igor m'ont trouvé par la suite. Et je leur ai dit, les gars, où est-ce que je signe quoi? Parce que c'est une idée en or que Ouais, vous bah avez. ouais. Et c'est comme ça, au final, que j'ai atterri dans les cryptos et que j'ai cofondé Compta Crypto, au final. Je croyais que tu bossais chez Tezos, moi. Ah ouais, non, ça, c'est les goodies des salons. Ça, Ouais. tu connais, regarde. Tu vois, t'as un t-shirt Ouais, à Valence. ouais. Avax. Ils ont distribué des trucs là. Ah, c'est vrai qu'il y avait Avax aussi à un truc. Tu vois. C'est vrai. Ok, ben, très intéressant. Et ça, c'est encore mieux quand tu as le use case qui vient à toi et que t'as les gens ils te disent j'ai besoin de ça, j'ai besoin de toi et tout. Et c'est vrai que nous, à titre particulier et même en tant qu'entreprise, c'est toujours une galère hein, de faire la compta de base et la compta crypto. C'est vrai qu'il faut les petits outils. Donc là, il y a les petites questions quand même. On va parler crypto, on va aussi parler de cross-border payment Mhm. and stuff like this. Bon, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que je dois déclarer? Est-ce que je dois déclarer mes cryptos? Voilà, premier point. Est-ce que vous déclarez vos cryptos? Et est-ce que vous, dans le chat, vous déclarez vos cryptos? C'est quand même ça serait les cordonniers les plus mal chaussés, mais non, quand même pas. Non, 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 non. Effectivement, il faut déclarer ce qu'on a. Alors, ce qu'il faut déclarer, c'est les plus-values de base. Dans tous les cas, quand on fait des plus-values, quand on fait des sessions en euros, alors en tant que particulier, donc il faut déclarer ces sessions du coup qu'on fait en euros. Il faut surtout aussi déclarer ses comptes à l'étranger. Ça, c'est hyper important parce que sinon, si on se fait attraper, c'est 1 500 € d'amende par année par compte non déclaré. Donc, ça peut Ah, par année? c'est Ça, par je l'avais année, pas, cette par un compte data. non déclaré. Donc, Ouais. ça peut aller très vite. C'est quoi les comptes à l'étranger? C'est les Trade Republic, C'est tous Revolut, les tout exchanges, ça? par exemple, qui ne sont pas français. Ah, Donc, les exchanges les crypto. exchanges, c'est exactement les mêmes règles pour les comptes en banque. Par exemple, si vous avez un compte en banque espagnol, par exemple, je sais pas si vous êtes chez un Bitvavo, par exemple, aussi en exchange, et typiquement, vu que c'est un exchange espagnol, il faut que vous le déclariez comme un compte à l'étranger. Merde. Donc voilà. Et après ça, effectivement, il y a majoritairement les sessions en euros quand on est un particulier, parce que je pense que l'auditoire est majoritairement, je pense, des particuliers. Ouais. Donc, là-dessus, effectivement, dès qu'on a changé des crypto-monnaies en euros, il faut les déclarer sur la déclaration sur le revenu et sur le formulaire 2086 si tu veux tout savoir. Ok. Et qu'est-ce que je risque si je déclare pas mes cryptos, du coup? Alors, pour le moment, on va dire que l'administration fiscale, elle marche encore pas mal sur des œufs. Ouais. Ils sont pas encore extrêmement bien équipés. Alors, ils ont de plus en plus de mécanismes maintenant, notamment avec Mika, qu'on va certainement parler ce soir,
Il va y avoir par exemple les mécanismes de travel rule par exemple. Vous allez avoir toutes les notifications aussi TRACFIN par exemple que des banques, des intermédiaires comme des PSAN pourraient faire. Même le comptable par exemple, si jamais vous êtes aussi un professionnel, vous investissez avec la boîte, si jamais le comptable pense qu'il y a des transactions un peu bizarres, ils peuvent aussi faire passer des notifications TRACFIN et donc du coup ça donne aussi des indices à l'administration fiscale. Donc là-dessus, effectivement, ce qu'on risque, c'est le redressement, tout simplement. Il y a ça. Après, il y a aussi le use case de la requalification de personnes physiques, donc de particuliers à personnes professionnelles, donc ce qu'on appelle les statuts habituels. Donc, ça, on pourra aussi en parler de certains critères qui font qu'on peut être requalifié d'une personne physique, donc un particulier à un professionnel. Donc ça aussi, c'est des choses où, généralement, dans notre communauté, on a beaucoup de gens qui sont passionnés, qui commencent à en faire de plus en plus, passer des soirées des fois, à regarder des émissions comme Bloc, par exemple, et au final, derrière, investir beaucoup plus. Et donc là, des fois, ils peuvent être considérés comme un professionnel aux yeux du fisc. Et donc c'est là où il faut ouvrir une activité après professionnelle, ou tout du moins déclarer ses revenus d'activité professionnelle dans le bon endroit au niveau de la déclaration fiscale. Et les gens demandent est-ce que c'est le même CERFA pour les comptes à l'étranger et les exchanges? Oui, c'est le formulaire 3916 de mémoire. Ok. Et si ton comptable le fait sans t'en parler, change de comptable. Ouais, bon. Alors, en soi, un comptable, il a l'obligation en soi de bien déclarer, parce qu'eux, ils ont des normes, notamment les normes LAB, donc de lutte anti-blanchiment. Ouais. Et donc, eux, ils ont une vraie responsabilité vis-à-vis de l'ordre des experts comptables de déclarer si jamais ils jugent que quelqu'un est en train de frauder volontairement à l'administration fiscale. Eux, ils ont l'obligation de vous dénoncer, entre guillemets. Si moi, par exemple, j'ai des cryptos sur Binance, je me fais un virement sur mon compte Crédit Agricole. Est-ce que Crédit Agricole vont aller me balancer et dire ce mec-là, il vient de recevoir de la crypto? Il y a Pardon, il y a de la communication entre les établissements. En fait, déjà, la banque va te demander de justifier souvent. À partir du moment où ils reçoivent des virements qui viennent de plateformes, une fois sur deux, tu dois justifier. Et c'est ce qui va ralentir en fait toute cette période de... Tu n'as pas un fast transfert. Ouais. Est-ce qu'ils vont le communiquer? En tout cas, c'est sûr, je pense que la cellule de compliance va être sollicitée et il y aura des justificatifs qui devront être demandés. À toi après de dire que c'est occasionnel, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Il faut juste être transparent avec la banque et faire en sorte que tout soit justifié et tout soit expliqué. Il n'y a pas une histoire justement de droit à l'erreur? Si. Si, bien sûr. Si on ne sait pas, j'ai ouvert un KuCoin, un Binance et tout, je ne savais pas qu'il fallait le déclarer. En fait, que ce soit le régulateur, le banquier, l'expert comptable, tout le monde, le contrôleur fiscal, on a tous le droit à l'erreur. On peut tous prouver notre bonne foi. Tu la prouves une fois, deux fois. Plus, ça devient compliqué. Moi, ça passe pas. J'ai vu que j'ai une émission crypto, ils vont dire t'es toi, un t'es peu au courant. initié quand même. Ouais, et en plus, vous êtes là Et ce soir. surtout que là, on est en train de tout te donner. Vous niquez mon alibi là. Désolé. Non, les gars, évidemment, on est client chez toi en plus. Donc, du coup, tu n'auras pas de problème. Voilà, c'est ça. Est-ce que les exchanges, eux, ils balancent? Est-ce que ça a commencé cette histoire? Est-ce que Binance commence à donner les KYC à l'administration française? Alors, en cas de contrôle, ils ont l'obligation, notamment dans le cadre de la réglementation MiCA. Maintenant, du coup, ils ont l'obligation, s'il y a un contrôle, de donner les transactions et les coordonnées en soi de la personne qui est concernée. Et là, ce qui est un gros changement aujourd'hui, on va arriver dans l'archétype du contrôle, c'est donc ce qu'on appelle la directive DAC8, donc qui va rentrer en application au 1er janvier 2026, donc le 1er janvier prochain. Et donc là, cette directive, à quoi elle sert? Ça va être la communication proactive, donc je dis bien proactive, des PSAN à l'administration fiscale. Du coup, donc ils vont envoyer proactivement toutes les informations et toutes les données directement à l'administration fiscale. Donc là, aujourd'hui, ce qu'il faut partir du principe, c'est que à Bercy, à l'administration fiscale, c'est une armée de développeurs qui sont là-bas. Donc eux, leur boulot, ça va être de trouver des patterns qui vont vous permettre de vous contrôler plus facilement. Et là, effectivement, alors, ce qui est un bon point, c'est que les PSAN ne vont pas communiquer les données qui seront d'avant le 1er janvier 2026. C'est vraiment pour tout ce qui va arriver après le 1er janvier 2026. Mais imaginons que, je ne sais pas, le PSAN va envoyer la donnée.
Et imaginons, je ne sais pas, en mars 2026, ils vous contrôlent. Et ben là, avec ce qu'on appelle le délai de prescription, ils peuvent venir voir 3 ans en arrière. Donc là, ils vont pouvoir revenir à aujourd'hui. Et si jamais ils jugent que vous avez volontairement voulu en plus les blouser, bah dans ces cas-là, ils peuvent remonter jusqu'à 10 ans en arrière, ce qu'on appelle l'activité occulte. Et là, c'est pas drôle parce qu'après, d'un coup, ils vont vous mettre des pénalités de retard sur les impôts que vous deviez leur payer chaque année, sur chaque année, qui vont venir recontrôler et redresser. C'est combien ça, Donc, ces pénalités alors, c'est 0,2% de mémoire des impôts que vous deviez payer par année. Et donc, par exemple, nous, on a eu un client par exemple, qui s'est fait redresser. Il avait généré 5 millions, je crois. Il avait créé un jeu en ligne, un casino en ligne. Il avait généré 5 millions avec ça. Bah, il a remboursé 5 millions 5. Donc, avec les pénalités, au final, il a remboursé plus que ce qu'il avait gagné. Donc, non, ça peut être assez assassin quand même. Ok. Bon, les gars, hein, déclarez tout. D'ailleurs, par rapport à tout ce qui est du coup self-custodial, comment ça se passe aujourd'hui? Si j'ai un MetaMask, une Ledger, je suis pas dans l'obligation d'aller À déclarer. la KYCifier à quelqu'un, non? Oui, alors en fait, le point, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, et ce que tout le monde doit bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, votre banque, elle ne vous permet pas d'envoyer de l'argent directement vers votre ledger. En fait, vous ne pouvez pas envoyer directement vers un wallet. Et donc, la banque, elle vous autorise aujourd'hui à envoyer vers un exchange. Et encore, ça dépend même si votre banque elle est crypto-friendly. Des fois, ils n'envoient même pas. Allez sur D-Block, les gars. Il faut aller sur des blogs notamment, et, ou tout du moins utiliser des solutions d'un-off-ramp comme celle de Myriam. Et après ça, bah, au final, à partir du moment où là, vous avez donc l'argent qui part vers votre exchange, et vu que là, à partir du 1er janvier 2026, eh bien, les exchanges vont communiquer proactivement du coup à l'administration fiscale, et bah, l'argent que vous envoyez des SEX vers le DEX, eh bah, ça se verra désormais. Donc là, on va être le contrôleur fiscal quand il va dire, mais attendez, là, je vois de l'argent qui part, et en plus, bizarrement, je vois de l'argent qui revient, mais avec plus que ce qui était parti. Ouais. Donc, il va falloir que vous m'expliquiez un petit peu qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent. Donc ça, c'est 1er janvier en Europe, Oui. 2026. Et ça, c'est le gros tournant, et c'est là où justement, il faut se mettre en ordre de bataille, justement, pour, voilà, par rapport à ces déclarations, parce que maintenant, ils vont avoir les armes pour nous contrôler. Ça va s'apparenter à... Tout le monde a vécu un peu sur Vinted, les revenus de Vinted qui arrivent et qui sont par défaut déclarés dans ton avis d'imposition. Ah ouais? Si tu regardes, tout est prédéclaré, tout est pré-rempli. Ça serait la même chose aujourd'hui pour la crypto. Et pour les comptes à l'étranger, par exemple, je vous donne le tip, c'est la case 8UU. Vous allez sur votre déclaration sur le revenu. Si jamais elle était aujourd'hui, vous avez rien déclaré, et donc du coup, elle sera décochée par défaut. Si jamais vous voyez demain qu'elle devient cochée, la case 8UU, ça veut dire qu'ils auront l'information désormais. Ok. Vous êtes identifié. Après, moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir et qui me disent, bon, bah, pendant les 3-4 premières années, je ne l'ai pas déclaré parce que X ou Y. Et maintenant, j'ai peur de le faire parce qu'ils vont remonter en arrière. Alors, il y a toujours la possibilité d'aller faire ce qu'on appelle un rescrit fiscal. Ok. Le rescrit fiscal, c'est effectivement, on va voir l'administration fiscale, donc on contacte son bureau, on n'a pas besoin d'aller à Bercy, on contacte son bureau d'imposition, son SIE pour les entreprises et son bureau d'imposition pour les particuliers, et on dit clairement, ça se fait par mail via impôt.go, on dit clairement à l'administration que jusqu'à présent, de bonne foi, je ne savais pas comment le faire ou je ne l'ai pas fait, je veux régulariser la situation, pouvez-vous m'indiquer la démarche à suivre? Et là, on peut rentrer dans une situation où on discute avec le contrôleur fiscal et ça sera moins grave que... Après, c'est des choix personnels. Voilà, il y a une porte qui est là, c'est des choix, des choix personnels. Ok. Il faut toujours, en général, les contrôles fiscaux, vaut toujours mieux aller vers eux, qui viennent vers vous et qui vous attrapent. Et après, du coup, il faut justifier le fait que vous ne soyez pas allé vers eux. Ils sont toujours plus indulgents quand, justement, ce fameux droit à l'erreur, vous l'aurez si jamais vous allez volontairement vers eux. Si jamais c'est eux qui viennent vous chercher, ça va être difficile de justifier un droit à l'erreur, étant donné que pendant pas mal de temps, vous n'avez pas fait d'action d'aller vers eux. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont imposées comme le stacking ou les NFT ou des trucs comme ça? Ouais, alors effectivement, donc le minage, par exemple, on est directement requalifié en tant que professionnel. Donc là, après, ça va être des revenus BIC, ce qu'on appelle bénéfices industriels et commerciaux. Si jamais vous faites du staking, alors dans le staking, je ne sais pas si on renonce dans ce détail-là, mais donc il y a le stacking actif et le stacking passif. Donc si jamais on est en stacking actif, on est en BIC également, donc en bénéfices industriels et commerciaux. Et si on est en stacking passif, c'est uniquement vraiment on reçoit nos rewards, voilà, tous les jours ou toutes les semaines.
Là, du coup, on est en revenu BNC. Donc là, du coup, on va avoir, ça va se comptabiliser. Il faut juste le déclarer dans les revenus, ce qu'on appelle BNC. Pour les boîtes, Pour les boîtes et également pour les pour les particuliers aussi. particuliers. Ouais, pour les particuliers également. Donc c'est pas flat tax, c'est le Non, stacking. c'est l'imposition sur les revenus BNC. Mais comment ils viennent calculer ça? Enfin, si je suis allé faire du stacking sur AAV par exemple, ça va sur la blockchain, après je le ramène sur l'exchange. Pour le moment, effectivement, ça, ils ont entre guillemets sur AAV, eux, ils n'auront pas l'obligation de communiquer en tout cas toutes ces transactions. C'est juste que quand tu feras un cash out, quand tu sortiras au final ton argent issu de AAV, et ben là, par contre, il faudra que tu justifies d'où vient cette sortie d'argent que tu as Ouais. fait. Du coup, et donc là, il faudra que tu dises, bah, je l'ai fait sur AAV. Est-ce que ça va arriver un jour et ils vont commencer à réguler justement toutes ces dApps qui sont sur la blockchain, Uniswap, AAV, DYDX, Ça va etc. être dur, hein. Franchement, Vous ça y va être croyez pas? Ça va pas arriver? Ouah, Non, ça m'étonnerait. Il me semblait qu'Uniswap, ils étaient un peu dans ce flou-là et qu'ils disaient ouais, ça arrive. Franchement, ça me paraît quand même, ça me paraît difficile. Moi, j'ai plein de clients qui me disent, par exemple, bah, si j'utilise un mixeur, par exemple, ou des trucs comme ça, par exemple, bah, comment ils vont réussir à contrôler, étant donné que j'utilise un mixeur, que ça va partir dans tous les sens. Bah, c'est sûr que là, non, puis même au niveau de toute la donnée, réussir à la récupérer, de la compiler, il y en a déjà qu'ils la comprennent déjà. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'experts au niveau de l'administration fiscale qui connaissent vraiment bien ces sujets. Ils montent de plus en plus en compétences. Bon, bah, je pense que tout le monde aujourd'hui est au fait un peu de l'économie de notre pays, donc on a besoin d'argent, il faut aller en récupérer là où il est. Et en soi, en crypto, il y en a quand même pas mal. Et au final, bah, là, on voit qu'on a de plus en plus de personnes qui investissent en crypto chaque année. Je pense qu'on doit être 7 millions de Français qui ont des cryptos maintenant. Ok. Là, je crois, il me semble en 2022, il n'y a eu que 20 000 déclarations fiscales sur 7 millions de personnes. Ça fait quand même un petit delta. Il te manque des clients là. Ouais. Ils sont- Mais Mais- ils arrivent, t'inquiète pas. Ouais. Et peut-être qu'ils vont essayer de KYC les wallets directement, enfin, les MetaMask et tout. Moi, j'avais vu un truc, c'était Revolut, partenariat Revolut et MetaMask, où tu pouvais faire du on-ramp directement depuis ton compte Revolut dans ton MetaMask. Et j'étais là, mais c'est parfait, vous avez réussi à KYC tous les MetaMask des mecs, tu vois. Donc, est-ce que ça pourrait arriver sur... En fait, je pense pas que réglementairement, ils puissent l'imposer. Et il y aura toujours un peu cette dichotomie de deux mondes. Le monde qui va être régulé, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, il y a un marché. Et je suis bien placée pour dire que économiquement, c'est hyper intéressant d'être à cheval, d'aller dans la réglementation. C'est dur, mais tu t'ouvres un marché beaucoup plus grand. Ceux qui ne sont pas régulés aujourd'hui savent pourquoi, mais ils doivent s'en sortir aussi. Ils ne sont pas obligés d'y aller. Donc je pense que c'est vraiment une volonté de la stratégie de la boîte. Vous, sur Solid Finance, vous êtes obligé Oui. de passer Mika. Oui. Est-ce que c'est aussi coûteux que l'enregistrement PSAN ou c'est peut-être même plus coûteux? C'est plus coûteux, c'est plus long et c'est tout nouveau. Donc l'administration, c'est lunaire. Et puis, même là, aujourd'hui, même au niveau européen, ils sont en train de se reposer des questions face à ce qui est en train de se passer aux États-Unis, est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied, nous, Européens, à demander, alors je paraphrase un petit peu les propos qui étaient tenus mardi dernier à Delubac, parce qu'ils ont fait une restitution et Elodie parlait beaucoup de tout ça. Mais c'est vrai qu'en fait, on demande à des startups ou à des sociétés naissantes qui sont sérieuses, qui sont structurées, mais d'avoir les mêmes standards et les mêmes critères que des sociétés, voilà, des banques qui elles-mêmes l'avouent, c'est dur d'atteindre ces standards. Donc, Mika, c'est dur, c'est long. Économiquement, c'est une barrière à l'entrée, parce que si on y arrive, bah, on a quand même ce Graal. Et après, comme je te le disais, on a un marché gigantesque, parce qu'on rentre dans la finance traditionnelle. Moi, j'ai l'impression, j'ai un peu de théorie par rapport à ça. Quand tu regardes, je sais pas, un Revolut, par exemple, maintenant qui propose des cryptos, ça a été super facile pour elle, en soi, de passer des process de compliance Ouais, bah ouais. Banque. Ils ont déjà les bancaires. équipes et Ils ont tout. déjà les équipes, ils sont tout équipés à aller, entre guillemets, sur ça. Donc, est-ce que, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, c'est un peu la théorie que j'ai, mais de se dire que on a fait fleurir un écosystème d'entrepreneurs qui ont préparé un terreau, mais génial pour eux au final, parce que du coup, c'est eux qui ont dressé toutes ces règles, tous les risques, etc., tout ce qui était en lien avec cette mise en conformité, pour juste préparer le terreau au final des gros qui sont en train d'arriver, au final, qui transposent juste ce qu'ils font déjà sur autre chose. Et au final, voilà, on a tout ce sac entrepreneurial qui est en train je pense qu'il va mourir un peu à terme. Là, on voit, j'avais regardé les statistiques pour la réglementation
Mika, justement, pour l'agrément. Aujourd'hui, je crois que c'est quoi? C'est 140 PSAN enregistrés, je pense, en France. Il disait que s'il en resterait 15, Ah ouais, ça Ah serait ouais. le max, quoi. Ils vont se il y a des alliances de PSAN qui sont en train de se faire pour ok. justement et qui vont être abrités parce que ça coûte cher, parce que c'est long, parce qu'il y a c'est pas facile à avoir. En fait, il faut... Il n'y a pas une douille sur les exchanges où tu rachètes justement une structure qui est déjà PSAN? Ça marche pas. Non. Ah ouais? Parce que moi, Compliqué. j'entends beaucoup Ah ouais, des ouais, trucs mais comme ça où voilà, Crypto.com, ils ont racheté une boîte. En fait, quand tu regardes dans la liste AMF, c'est pas écrit Crypto.com, c'est écrit C'est le nom de c'est une boîte. de l'autre le nom boîte. d'une autre boîte. Et moi, j'avais compris qu'on pouvait racheter des PSAN. Bah, tu peux. En théorie, nous, on est passé par cette case. Ok. Tu peux, et on s'est vraiment posé la question. Alors, tu rachètes le passif de la boîte, parce que souvent, quand la boîte va vendre son PSAN, c'est elle fonctionne pas très bien. Donc, tu vas racheter le passif. Tu vas avoir une équipe qui connaît absolument rien à ton produit, parce qu'elle faisait une autre activité. Il va falloir que tu remettes en conformité toute la compliance, toutes les policies, pour que tu puisses opérer ton activité. In fine, Ça te coûte quasiment ça pareil te de remonter coûte, de enfin, zéro. c'est hyper galère. Et nous, on a fait le choix de ne pas passer par la case PSAN. On aurait pu, mais on a préféré attendre quelques mois. Et on va pas vous embêter 3 heures avec PSAN et Mika, mais on a préféré passer le pas en se disant, bon, on commence à aller voir le régulateur dès le mois de septembre pour anticiper Mika en janvier. Et n'est pas du tout passé par la case PSAN parce que t'investis et dans 18 mois, c'est fini, PSAN. Mm. Bon, et normalement, vous avez MiFID aussi qui devrait arriver, qui est plus sur la partie future. Parce que c'est vrai qu'en France, maintenant, on n'a plus aucune plateforme Non, ouais. pour faire des leviers. Nous, on a envie de faire des x50, des x100, etc. Donc, du coup, les gens se retrouvent sur des plateformes qui ne sont pas régulées. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le droit d'aller sur KuCoin, d'aller sur BitGet, Ouais. même si elles ne sont pas régulées en France? Oui, tu as le droit de voir. Oui, tu es sûr, tu as le droit de le faire. Après, c'est encore une fois, c'est simplement ton virement initial pour l'envoyer vers là-bas. En fait, les banques, elles bloqueront justement tous les virements qui partiront vers des plateformes qui ne sont pas régulées. Et ça sera ça le problème à chaque fois. C'est là où justement des solutions comme celle de Myriam sont top parce que ça permet justement de faire ce fameux on-off-ramp et qui va devenir de plus en plus, je pense, mainstream à l'avenir, étant donné que effectivement, il y a certains produits financiers sur lesquels on veut se positionner et qui ne seront pas au final dans cette nouvelle réglementation. Et donc, si on veut continuer à en bénéficier, il faut faire ce process d'un off-ramp en soi et passer par, soit par un exchange, soit par une solution comme Solid Ouais, Finance. et explique-nous ce que tu Bah, peux faire pour les particuliers, par exemple. En fait, ce que l'on fait, nous, là, pour Solid Finance, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en B2B2B, ça c'est notre structure et c'est ce vers quoi on tend à long terme. Mais là, en fait, comme on est dans une phase et on voit qu'il y a cette opportunité, qu'il y a réel besoin, on va permettre à l'écosystème crypto, donc à notre entourage, peut-être vous qui nous écoutez, aujourd'hui on peut off-ramp en fait, c'est-à-dire qu'on va faire du crypto to fiat parce qu'on a un exchange. Et nous, notre volonté quand on a créé Solid Finance, ça a été vraiment de rendre accessibles ces paiements transfrontaliers. Donc, comment on peut les rendre accessibles? On a des intermédiaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que tout est automatisé, c'est un smart contract, je vous apprends rien. Bon, on a un exchange derrière, on a une technologie, mais malgré tout, c'est quand même notre smart contract qui va faire le tout. Et on va faire cette offre pour 0,15%. Aujourd'hui, c'est Pascal Talarida, qui est notre pape, nous a quand même adoubé et on est cité dans toutes les formations à DeFi parce qu'on a réussi là-dessus à craquer le truc. Donc, Si tu peux donner une comparaison peut-être des autres exchanges, combien ça coûte de... Alors, j'aime quand on dit off-ramp, on-ramp, c'est quand vous mettez vos fiat et que vous les mettez en crypto, et off-ramp, c'est quand vos cryptos, vous les retransformez en fiat. Et exactement. quels sont les frais sur du Binance, du Bon, si tu as pas envie de le dire, si tu veux, je peux le dire. Revolut, etc. Mais en règle générale, ça va vraiment dépendre des volumes. Mais vous allez être tous alentours des 0,5, 0,6% en manière. Il faut vraiment faire par contre que tout le monde prenne bien conscience aussi que généralement, il va y avoir les frais du coup, les frais de transaction. Et après, il y a ce qu'on appelle le spread aussi. Donc ça, c'est la variation de taux de change qui est à l'intérieur. Souvent, il y a beaucoup de plateformes. C'est comme quand vous allez à l'aéroport, que vous allez Ouais. changer votre argent au final. Voilà, C'est ils vont vous dire gratuit, que c'est gratuit, il y a zéro frais, sauf qu'en fait, ils vont manger énormément sur le taux de change. Et donc ça, il faut bien se méfier là-dessus. Et donc, il faut bien avoir le total des deux qui fait donc du coup le prix vraiment global. Et donc là, effectivement, là, on est à 0,15 versus généralement plutôt 0,5, 0,6. Et après, souvent, c'est dégressif en fonction des volumes. CoinHouse, ils sont trop chers aussi. Nicolas, si tu nous regardes. Parce que les gens, ils gueulaient, tu sais, ils disaient « Oh, CoinHouse, c'est trop cher.
C'est pas le même public, c'est pas le même service, c'est pas le même truc. Non, bah, Coinhouse, nous, on travaille étroitement Ouais, avec eux, donc on connaît très très bien leur service. Après, c'est vrai que souvent, ça va être effectivement peut-être un peu plus cher au niveau des frais de transaction, mais parce qu'il y a un accompagnement derrière, il y a vraiment une équipe qui est dédiée exact, ouais. donc pour accompagner. Et souvent, c'est vrai que bah, c'est des solutions qui sont particulièrement adaptées pour les primo-accédants, pour des gens qui vont acheter leur première crypto, voilà, qui s'y connaissent pas forcément. Leur portefeuille, au final, piloté, sont Ouais, très bien aussi. Donc, non, non, franchement, il en faut pour tous les goûts dans tous les cas. Nous, on ouais. est un peu plus initiés ici, Mm. mais après, pour les néophytes, c'est des solutions qui sont très bien. Et encore une fois, on a vraiment pas vocation à venir concurrencer les exchanges. Et j'insiste vraiment sur ce disclaimer, hein, et Nicolas, on a déjà discuté ensemble, on vient pas sur ce marché, nous. On Ok. a vraiment cet objectif d'être en B2B2B, et on a la techno qui nous permet aujourd'hui, on peut le faire pour certains qui sont proches, mais clairement, on va pas venir attaquer les exchanges dont c'est leur métier Ouais. aujourd'hui. J'ai une question. Est-ce que tu peux demander par rapport à l'EME? Car je vois mal la différence. EME, émetteur de monnaie électronique, c'est déjà vieux. C'est quoi ça? Je connais pas. Alors, un émetteur de monnaie électronique, si vous voulez, il y a même aujourd'hui, il y a des stablecoins qui sont considérés et qui peuvent avoir des licences de monnaie électronique. Je suis pas sûre d'avoir compris la question. Il Mais veut savoir quelle est la différence entre quoi et quoi, Simon. Mais c'est quoi l'EME de manière générale? un établissement de monnaie électronique, en fait, on est aujourd'hui, toute la monnaie est en train d'être digitalisée. Ouais. Il y a eu un programme aussi au niveau de la BCE que de créer notre propre euro numérique. Donc, c'est en train de sortir, notre propre stablecoin. Et donc, aujourd'hui, notre monnaie, on est déjà, plus ou moins, on utilise tous de la monnaie électronique. Donc, la différence entre le stablecoin et la monnaie électronique, ben, techniquement, je ne vais pas me rentrer dans l'explication parce que je ne pense pas être la meilleure personne placée pour expliquer. Mais le stablecoin, on est vraiment sur une crypto qui va avoir en collatéral une devise. Donc, USDC, ça va être le collatéral, ça va être de l'USD. Donc, c'est indexé. On est toujours à 1 pour 1. Mhm. La monnaie électronique, on va avoir d'autres standards qui seront pas crypto, mais c'est une monnaie qui est digitale. Les T'as mêmes le standards qu'on a e-gold, en... par exemple, sur de l'or. Enfin, Ouais. maintenant, tu en as sur plein de choses. Même, je pense que même à terme, tu vas avoir, même au niveau peut-être des RWA, où tu vas avoir peut-être maintenant, tu vas avoir peut-être des stablecoins qui vont se backer, j'en sais rien, je sais pas, sur de Les bons du l'immobilier, trésor sur américain et les tout. bonds. Bah, il Ouais. y a le projet Spyco, par exemple, qui maintenant Ouais. fait des choses comme ça. Enfin, il y a Il y a... C'est quoi qu'on on l'avait vu ensemble? RSR, Reserve Rights, qui fait Mm. ça aussi. aussi, ouais. Ouais. Et il n'y en a pas eu un méga truc, stablecoin en France, là, c'est Usual, truc comme Usual, ça. ouais, c'est la boîte de Pierre Persson, ça, du coup, Ouais, qui était c'est aussi ça, aux ouais. prémices de la réglementation MiCA au départ. Ouais. Mais effectivement, ouais. Bah, après, même là, je pense que c'était le stablecoin de Forge aussi, ça va être. Ouais. C'est pas mal aussi à regarder, je pense. Ouais. C'est leur CV, leur CV, je crois, le nom Ça de. y est, ils se servent de leur PSAN, là, et ils commencent C'est bon, à faire des trucs. c'est bon, on est parti. Accélère Là. là-bas. Bon, nous, on a trouvé un moyen de pas payer la flat tax. Enfin, c'est tout le monde, tu vois, les rumeurs comme ça. Est-ce que quand je fais un loan, je paye pas la flat tax? C'est-à-dire que je prends mes USDT, je les pose en collatéral, en échange, on me donne des euros, et je vais utiliser ces euros dans la vie de tous les jours. Et à la fin, les mecs me reprennent mon collatéral. Et du coup, j'ai pas créé l'élément taxable qui est de transformer des fiat en crypto. Mhm. Ouais, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé au salon Crypto XR, effectivement. Mais je sais pas si, en tout cas, enfin, à partir du moment où parce que tu en refais la moi, c'est-à-dire en gros, tu fais un Un loan, entre crédit. guillemets, ok, avec du coup en collatéral tes cryptos Ouais. pour aller lever des euros. Ces euros-là, je les dépense. Ok. Et eux, ils me prennent ma crypto en collatéral. Une fois, je fais repay mon crédit et eux, ils la récupèrent, tu vois. Ils font pas l'élément taxable. Tu justifies comment le crédit? Enfin, le prêt que tu vas faire, Pourquoi faut justifier? parce que tous les prêts, un prêt, Et c'est demain, sur la je prête des blockchain? sous à Loïc. C'est sur la blockchain? Non, mais fiscalement, Enfin, demain, non, je c'est pas sur la prête des blockchain. sous à Loïc, je vais Ouais. remplir mon CERFA de prêt. Bah Je ouais. vais le Ah ouais? revoir, hein. Eh oui, c'est ça la réelle Bah ouais, réalité. je comprenais pas C'est non que plus. je vais remplir mon CERFA, que je vais déposer à Ouais. l'administration. Et là-dessus, je suis obligée, parce que je n'ai pas le droit de te prêter d'argent gratuitement. T'as forcément un taux d'intérêt en fait en Ouais. face. Et donc, ensuite, bon, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi on se prête d'argent, il me fait ce qu'il veut. Mais fiscalement, je vais recevoir mes intérêts in fine.
Et avec mon CERFA, je vais déposer ça au moment de ma déclaration fiscale et je vais dire, j'ai gagné 700 € sur ce que j'ai prêté à Loïc. Et je vais être taxée sur mes 700 €. Donc, il faut toujours faire le parallèle avec ce que tu fais sur la blockchain parce que Ouais. ça reste la vraie vie. Non, c'est pas la vraie vie. C'est la vraie vie. Non. Vous êtes humain. Et c'est là où je te pose la question. Pourquoi tu fais cet emprunt? Est-ce que tu as des intérêts derrière? Donc, c'est dur de te répondre. C'est dur de donner une réponse définitive. J'entends Ouais. ce qui se passe derrière. Mais la réponse, Ok. elle n'est pas... Elle n'est pas forcément évident d'y vendre. Ça, après, souvent, c'est au cas par cas. Il faut regarder aussi qu'est-ce que tu fais au final avec cet argent qui est issu du crédit. On achète une baguette de pain, on n'a pas le droit. Ouais, mais bon, tu vois, typiquement, c'est quand même dingue de faire un crédit, entre guillemets, pour acheter une baguette de pain, tu vois. C'est la crise. Non, ce qui est dingue, c'est de payer 30% sur ta baguette de pain. C'est ça qui est dingue. Ouais, c'est pas faux. Quand tu Mais utilises des crypto.com. même un temps, il y avait pas mal de personnes, enfin, en tout cas, j'avais entendu oui dire, en tout cas, un peu de ce mécanisme. C'était des personnes, justement, qui étaient donc des occasionnels, vraiment des monsieur tout le monde, qui avaient des gros stacks en crypto et qui montaient une société à côté et qui allaient faire un contrat de prêt pareil entre, du coup, le stack qu'ils avaient en tant que personne physique. Ils le prêtaient à la société en contrepartie d'un taux d'intérêt que la société elle payait au final à ta propre personne. Tu étais le président de ta société, mais en même temps, du coup, tu avais aussi, toi en tant que personne, tu avais pas mal de crypto. Ouais. Et derrière, la société elle allait pouvoir faire travailler ce stack sans forcément passer par la case 30% pour la personne physique. Elle allait juste payer son intérêt. Et puis derrière, la société elle allait faire du chiffre et récupérer au final du chiffre d'affaires avec l'utilisation de ça. Et pendant un temps, en tout cas, visiblement, il y avait certaines personnes qui le faisaient. Alors après, pareil, ça, pour moi, c'est les montages un peu border et ce sera les premiers à se faire éclater, en tout cas par l'administration fiscale, dès que ça va, Ok. dès que ça va avancer bon train chez eux. Moi, je connais des mecs qui sont psan et qui font ça. Même des flash loans. Ah, les flash loans, c'est chouette. Après, en soi, au final, pour les personnes qui sont PSAN, je pense que c'est encore plus des personnes à risque parce qu'à partir du moment, en plus, ces personnes-là, généralement, elles sont un peu de notoriété publique. Et Ça a donc, été validé. Hein. ça va être. Ils ont eu un rescrit fiscal par rapport à ça? Je sais pas. Ouais. Ça m'étonnerait en tout cas. Mais pour le coup, après, en plus de ça, c'est là où justement les personnes de l'autorité publique, en plus, à partir du moment où l'administration fiscale va commencer à réguler, souvent, elle cherche à faire des exemples. Ouais, Et non, donc, mais du bien coup, sûr, c'est ouais. les premiers à aller chercher, c'est ceux qui sont médiatisés. Et donc, Ouais. pour que justement, ils vont venir. Au final, la peur, souvent quand il y a des cellules de régulation, même par exemple, mon associé Grégoire, lui, il a commencé toute sa carrière d'avocat sur la fin du secret bancaire entre la France et la Suisse. Et donc, typiquement, là, à chaque fois, dès qu'il y a des gros changements majeurs comme ça dans la fiscalité, il y a toujours des cellules de régulation qui sont faites avant vraiment les mises en application totale des phases de contrôle, etc. Et donc là, souvent, l'administration fiscale, eux, ce qu'ils veulent, c'est générer un maximum de peur pour que énormément de gens se régulent d'eux-mêmes. Ouais. Du coup, de leur plein gré. Et donc, c'est là où justement, ils cherchent à fond à faire des exemples parce que, au moins... ça effraie un maximum de personnes et comme ça tout le monde se met dans le rang et donc c'est là où ils vont aller voir ces premières personnes en premier. Donc Après, je te parle du truc, c'était il y a 6 mois et il me semble qu'ils nous avaient dit que Mika, ça sautait. Ils allaient pas pouvoir le faire sous Mika, mais c'est sûr que là, comme on disait, maintenant, avec cette réglementation, ce qui est sûr, c'est que d'un côté, elle est structurante et elle nous permet, là, le bull run, il est quand même, la narrative, elle est quand même autour vraiment majoritairement de cette institutionnalisation au final de la crypto, de la blockchain, qui d'un côté au final nous fait des rendements et d'un autre côté on est tous un peu entre deux chaises à se dire on va pas trop aller dans ce côté très très carré régulé que en soi l'institutionnel a besoin, mais en même temps du coup c'est sûr que si on va dans ce sens-là, on doit rentrer plus dans un cadre, il y a plus de règles, etc. qu'on doit suivre. Donc surtout, nous qui sommes un peu, entre guillemets, pionniers sur ce domaine-là, c'est sûr qu'un peu au départ, c'est un peu compliqué à avaler. Mais dans tous les cas, c'est pour notre bien qu'on fait tout ça. ouais. J'ai un peu évoqué les cartes aussi. Pour tous les gens qui ont des cartes Binance, Crypto.com et qui tous les jours l'utilisent à Carrefour, vont s'acheter des clopes, etc. Comment ça se passe au niveau de la Alors ça, fiscalité? c'est un fait générateur d'impôts. Normalement, dès que tu payes avec, en fait, le terminal bancaire, lui, il va faire directement la conversion, lui, en fait. Ouais. Donc là, c'est un fait générateur d'impôts. Normalement, sur toutes les transactions que tu as fait avec une carte, c'est 30% sur tout ce que tu as payé. Ouais, mais comment je les reporte quoi? Quand? Est-ce que je dois garder les tickets? Enfin, je comprends pas.
Bah alors non, non, c'est simplement en fait que ça, c'est considéré comme une cession. En fait, quand vous justement vous déclarez vos cessions sur le site des impôts, justement, quand vous allez changer des crypto-monnaies en euros, bah là, normalement, pour chaque paiement, c'est une cession. Donc en fait, il faut renseigner chacun de ces paiements. Donc effectivement, le fait de garder ces tickets, ça permet de s'en rappeler. Ou tout du moins après, alors il y a nous, notre application, elle permettra en soi de voir toutes ces opérations-là. Mais effectivement, si vous n'êtes pas équipé, enfin, si les personnes ne sont pas équipées d'une solution qui permet de tracer toutes les transactions qui ont été faites et de les auto-catégoriser comme un paiement, c'est coton à faire, ouais. Ok. Et donc, du coup, je vais payer 30%. Et tu paieras 30% sur tout ce que tu as acheté avec ta carte, ouais. Voilà. Plus la TVA. Ouais, Ouais. ouais, aussi. Est-ce que ça, un jour, ça va disparaître La TVA, non. Non, la TVA, non, mais la flat tax qui n'a pas l'air d'être très appropriée à la crypto, en tout cas dans un contexte de paiement. Dans un contexte d'investissement, pourquoi pas, mais dans un contexte de paiement, ça n'a pas l'air très approprié. On a l'impression que la tendance est plutôt inverse là. Ça va se Et ceux qui durcifier. sont cherchés, je suis pas sûre que ça va Ça... falloir faire beaucoup de lobby là. Ouais. Non, c'est plutôt, effectivement, c'est plutôt au durcissement, pas au durcissement par rapport à ça, parce que, en soi, l'État sait en soi qu'il y a énormément de personnes qui se sont fait pas mal d'argent avec tout ça, et en soi, les rendements, c'est juste ça, c'est vrai que j'essaie vraiment qu'on ait une prise de conscience collective. Les rendements que nous avons en crypto, c'est pas la normale. Vous voyez bien les rendements qu'on peut avoir sur les produits financiers classiques. Si vous êtes bon, vous allez avoir un 6-7% annuel. Donc on est bien loin de nos 130% annuels sur notre Bitcoin. Ouais. Donc c'est là où en soi les politiciens et en soi toute notre taxation autour de tout ça, c'est normal qu'on ait une taxation énorme, étant donné que nos rendements sont énormes. Ouais. Donc, en soi, c'est de la richesse improductive, c'est ça? Ouais, On ouais. n'a rien fait pour l'avoir. Ouais, c'est un peu comme ça que je pense qu'ils doivent le voir. Mais en soi, même si on regarde, si on fait le calcul, au final, sur nos rendements qui sont quand même importants, si on en retire quand même nos 30%, ça nous reste quand même des rendements qui restent quand même hyper importants. Ouais, mais toi, tu fais partie des mecs qui ont gagné de l'argent, mais les gens, ils se font rect sur les bull runs, quand même. Ouais, mais bon. C'est pas ton premier bull run où tu vas gagner de l'argent, et peut-être que ton deuxième bull run, il va même pas effacer tout ce que tu as perdu sur le premier, et enfin, tu vois. Et Et ce qui peut être intéressant, c'est je refais encore le parallèle avec la vraie vie. Ce qui vraiment peut être intéressant, c'est la finance, les traders, enfin, on n'a rien inventé quelque part avec la crypto et la blockchain. Et c'est regarder toute la diversification après de ce que ces financiers, à dire avant l'apparition des cryptos, ont fait pour se diversifier. Et je pense que ça pourrait être ça un des meilleurs conseils, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est dommage d'aller payer sa baguette avec ses cryptos. Par contre, c'est cool d'aller investir dans des startups, c'est cool d'aller investir, diversifier. Il y a de la tokenisation immobilière qui commence enfin à voir le jour. En France, c'est encore long, mais il y a des super projets au Luxembourg, autre chose, des projets européens. C'est peut-être comme ça qu'il faut le voir, en fait. C'est que aujourd'hui, un entrepreneur classique qui se prend des dividendes, qui va tout remonter dans son holding, il va aller financer l'économie réelle. Et sur l'économie réelle, tu deviens un acteur qui contribue et qui crée de la richesse, de la réelle valeur ajoutée. Tu n'as pas d'imposition, ou du moins elle est moins forte. C'est peut-être ça le truc à aller voir. Ouais. Moi, je pensais que aussi, peut-être que c'est un bon angle, tu vois, pour l'AMF, je l'avais déjà parlé, mais peut-être de pouvoir déclarer ses moins-values. Parce que c'est pas possible en tant que particulier. Ouais. Si aujourd'hui tu dis à tous les mecs, ouais, tout l'argent que vous avez perdu, vous pouvez aller le déclarer, hop, comme ça, tous les Binance, ils sont KYC, enfin, tous les mecs vont se déclarer. Est-ce que ça, en boîte, ça fonctionne? En entreprise, oui, les moins-values latentes, en tout cas, même les moins-values, effectivement, elles sont provisionnées et répercutées sur l'exercice. Et effectivement, ça, c'est un des avantages de passer en société versus, du coup, de le faire en tant que particulier. Souvent, quand on nous pose la question, voilà, comment on peut faire pour s'optimiser, comment on peut faire pour payer moins d'impôts, en réalité, c'est vrai que le maître mot, un peu, c'est de passer en société, en règle générale, parce que, alors après, il faut que ça se justifie, bien sûr, parce que c'est vrai que les sociétés, ça génère des frais, il y a des frais comptables, il y a des frais de création de société, etc. Mais une fois qu'on commence à avoir des rendements qui sont intéressants et qu'on commence à générer pas mal de chiffres avec, le but, c'est de monter une société. De manière générale, en France, le seul moyen de s'enrichir, je pense, c'est de passer par une société. Ok. Donc là-dessus, effectivement, je pense que, en tout cas, pour répondre à ta question,
Pour les moins-values là-dessus, effectivement, on peut les récupérer. Et après, les autres avantages aussi à passer en société, c'est qu'on peut jouer avec sa rémunération. Donc là-dessus, c'est en jouant ça avec sa rémunération qu'une certaine manière, on paye un peu moins d'impôts aussi. Il y a donc les moins-values qui sont répercutables. Et après, il y a le système aussi de holding après pour pouvoir effectivement équilibrer à chaque fois les bilans de chaque boîte pour essayer de toujours avoir des niveaux d'impôts qui sont raisonnables et derrière optimiser de cette manière-là, quoi. Tu vas nous optimiser alors. Après, effectivement, le but, c'est de créer Ouais. vraiment un modèle et entre guillemets, c'est de créer un projet et qui soit cohérent par rapport déjà au capital qui est engendré, etc. Le projet en lui-même, le projet de la personne, qu'est-ce qu'elle veut en faire, où est-ce qu'elle veut être aussi. Parce que souvent, c'est un peu des questions aussi qu'on nous pose, où est-ce qu'on peut aller, par exemple. Donc oui, après, tout est office de projet. C'est pour ça que souvent, quand on nous pose la question, voilà, c'est quoi la ligne directrice? En réalité, il n'y a pas une seule ligne. C'est vraiment en fonction du projet de la personne, de ce qu'elle veut faire, d'où elle va, d'où elle vient, où est-ce qu'elle veut aller. Ok. Que du coup, il y a plein de chemins différents. Mais du coup, est-ce que ça, c'est libre dans n'importe quelle société? Si par exemple, vous êtes boulanger ou plombier, j'ai le droit d'avoir de la trésorerie en Bitcoin, ce qui est très à la mode en ce moment aux États-Unis. Oui. Il faut pas qu'il y ait... Nous, ça va, tu vois, c'est make sense d'avoir de la crypto dans un média crypto. Mais en n'importe quelle société, ou même en micro-entreprise, où je peux avoir de la crypto en trésorerie. Pas en micro. En micro, on peut pas faire de placement d'excédent de trésorerie. En SAS, En EURL. SAS, EURL, en SASU, du coup, il n'y a aucun problème. Alors, il y a quelques règles quand même, notamment, donc, il faut faire attention à ce qu'on appelle la requalification d'objet social de société. C'est-à-dire que, par exemple, on est boulanger, l'activité principale, c'est de faire des baguettes. Donc, si demain, je ne sais pas, la boulangerie, elle marche plutôt bien, elle place 40 000 euros, par exemple, je ne sais pas, dans divers cryptos, et que ces 40 000 euros sur la même année, ça se transforme en 150 000 euros, par exemple, et que cette même boulangerie, elle fait aussi 100 000 euros de chiffre d'affaires la même année, en fait, l'administration fiscale va dire, mais attendez, votre activité principale, c'est quoi? C'est de faire du trading ou c'est de faire des baguettes? Donc là, c'est là où on peut avoir une requalification d'objet social de société. Une des règles aussi, c'est le principe même d'investissement, c'est toujours investir de l'argent qu'on est prêt à perdre, hein, ça coule sous le sens, mais peut-être pas pour tout le monde. Et après, souvent, ça plaira pas trop à votre comptable, mais il faut surtout pas engager, par exemple, la prochaine échéance de TVA, par exemple, ça vaut mieux éviter. Voilà, tout ce qui va, il faut vraiment se contenter vraiment que à l'excédent chaque année, une fois qu'on a mis de côté tout ce qu'on sait qu'on va payer, etc. en impôts, l'excédent, celui-ci, on peut l'investir. Et si jamais justement on arrive dans des proportions trop importantes de son chiffre d'affaires, c'est là on peut monter une holding pour derrière avoir une société à côté sur laquelle on va, avec le régime mère-fille, remonter les capitaux. Et derrière, cette holding, elle va avoir un objet social principal qui va être l'investissement sur titre financier. Et donc là, après, derrière, on pourra investir en immobilier, en bourse, en crypto. Et là, ça, c'est l'activité principale de la boîte. Ok. Et souvent, c'est comme ça qu'on l'optimise. Après, ça devient même des holdings patrimoniales, on appelle ça. On fait grossir en soi cette fameuse holding. Et avec les intérêts composés, au final, ça fait comment dire, des bénéfices qui sont de plus en plus gros. Et derrière, à la retraite, soit on revend la boîte et on va siroter des Malibu ananas, ou sinon, derrière, on va se ressortir un salaire, une rente en complément Ok. de la retraite. Ce qui existe aussi, c'est juste pour compléter, c'est que il y a des solutions de paiement aujourd'hui qui te... En fait, je pense à l'italien en bas de mon bureau. Et personne ne paye. Je suis la seule à comprendre ce que veut dire le signe Bitcoin sur son truc et je lui parle toujours. Il me dit alors, c'est quand tu vas venir me payer en Bitcoin? Je lui dis jamais. Mais il y a certains établissements qui aujourd'hui permettent de payer aussi en crypto. Lui, par défaut, il aura, en fait, comptablement, ça va s'apparenter à un compte bancaire avec un peu de trésor en crypto. Et je fais le parallèle avec une solution comme Lydia aujourd'hui qui permet de payer dans pas mal d'établissements et qui commence vraiment à se Ouais. développer un peu partout, même à l'étranger, et qui permet aussi de payer en crypto aujourd'hui. Donc en fait, c'est Lydia derrière qui va faire le crypto to fiat. C'est Ouais, pas, exact. c'est pas. C'est Lizzy aussi. Lizzy, Lizzy, Ah, c'est Lizzy que tu voulais dire. Ouais. Lizzy, Lizzy, pardon. ouais. J'ai dit Lydia. Lydia, ouais. Ça y est, c'est le début de la démence. Non, je parlais de Lizzy. Ouais. Et vous pouvez même aller en Guadeloupe avec Corsair. J'ai vu, ils ont Ah annoncé ouais, ça il y a pas longtemps. Ok.
en crypto-monnaie directement, vous pouvez payer. Ouais. Mais parce qu'ils ont compris qu'il y avait un marché. Et en vrai, c'était hyper intéressant. Par exemple, tu as Nicolas Baca, par exemple, qui travaille sur un projet de Account Abstraction, par exemple. Ok. Et je sais pas si demain, par exemple, tu vois, on verra encore frontalement les cryptos. Ou est-ce que justement, tu vois, vraiment, on aura le fiat, ça passe par de la crypto et on retourne en fiat. Et c'est ce qu'on Et fait. c'est ce que vous faites, Ouais. vous. Et en vrai, totalement contestable. c'est comme, c'est comme bah, en soi, si on veut démocratiser ça à grande échelle, moi, quand voilà, j'ai commencé un peu à travailler dans ce domaine-là et que j'ai dû expliquer à mon père et ma mère comment ça fonctionnait, bah, ils ont saigné du nez. Hein. C'est Mm. super difficile. Je sais pas si vous êtes déjà pressé à l'exercice d'expliquer ça. Ouais, tous les jours, on essaie, Du coup, voilà, Ouais. ouais, moi, je pense qu'on essaie de tous de le faire Ouais. pour évangéliser le plus de personnes possible, mais c'est super dur à expliquer ça simplement. Et donc c'est pour ça que je pense que pour l'adoption massive et totale, on peut pas, ça passera par justement quelque chose de visuellement où on le voit pas quoi. Et c'est là où la Account Abstraction, je pense, ça va vraiment fortement jouer dans cette démocratisation. Bah, c'est un des points de friction les plus grands, hein, le wallet aujourd'hui. Mm. Il y a une seed phrase, MetaMask sur le machin. C'est vrai que ça reste le point le plus tendu. Et- Je crois que c'est la boîte Comet aussi. C'est Comet, Ouais. il y a un jeu Comet Battle. Eux Yep. aussi, ils sont assez, ils sont hyper user friendly. Justement, moi, j'avais participé à une espèce de conférence. C'était Nicolas Baca justement qui expliquait avec aussi, il y avait le CTO de Comet et il nous montrait justement au niveau du jeu Comet Battle comment on pouvait au final créditer un compte en passant par un wallet et vraiment c'était juste avec le Touch ID de son Mac, tac, ça crée un wallet, ça créditait au final, ça débitait la carte bleue, ça créditait en crypto. C'est trop bien ça. Bah, c'était génial. Et donc là, pour n'importe quel néophyte, bon bah hop, c'était bon, c'est facile quoi. Ouais. Jourda Durin, crypto, site sena.fr. Qu'est-ce qu'il dit ça? Oui, il raconte beaucoup de choses. Est-ce que c'est vous êtes bullish sur ça quand on parlait juste avant des réserves de crypto, réserve stratégique de Bitcoin. Alors, c'est pas réserve stratégique, mais réserve pour les boîtes, comme MicroStrategy. Alors, il y a eu une vague, là, pendant une semaine, c'est ouais, Amazon, on veut qu'ils en ont, Google, on veut qu'ils en aient, Apple, il veut qu'ils en aient. Est-ce que ça. Alors, c'est en train de pumper aux États-Unis, est-ce que ça va arriver en Europe aussi? Est-ce qu'il y a des clients qui. Enfin, est-ce que vous le voyez, non, sur les stats, est-ce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui n'ont rien à voir avec la crypto, mais qui commencent à faire des Ah, opérations en crypto, quoi, ah oui, clairement. et à Oui. garder Ah ouais, la des réserves diversification. de Ouais. crypto? Ah, clairement, diversification de la trésorerie en crypto. Ah oui, oui, mais ça fait. C'est pas nouveau en fait. Ok. Ça Non. fait déjà. Ouais, ça fait quelques Mais il le années. disait pas. Peut-être. Là, aujourd'hui, si tu le dis, tes actions, elles prennent des. C'est- Ouais, et puis moi, c'est vrai que- alors nous, on a vraiment une vague depuis septembre, là. Vraiment, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent nous voir. Alors, je pense que ça part peut-être d'un début de manque de confiance sur l'euro, peut-être. Parce qu'au final, déjà là, il y avait pas mal de personnes qui commençaient à avoir du dollar, etc., déjà en comptabilité. Donc, ils avaient d'autres devises que celles de leur propre pays. Et donc là, à partir du moment où on a ouvert la porte un peu à ça, bah, si on a des dollars ou des yens, pourquoi ne pas avoir aussi des cryptos? Sachant que bah, voilà, on voyait aussi les performances que ça pouvait générer. Et après, derrière, bah, comme l'a souligné Myriam avec son produit, c'est bah, en soi, ce type de paiement-là, demain, alors même on pourra avoir déjà parlé un petit peu avec le président de l'ordre des trésoriers, donc du coup au niveau des entreprises qui vont commencer à utiliser ça au niveau du paiement, alors ça c'est en train de s'installer, etc. Mais là demain, sur ce qu'on travaille, c'est un système de paiement, mine de rien, qui va plus vite, qui est plus traçable, Mm. qui coûte moins cher, parce qu'il n'a pas d'intermédiaire. Donc, la vraie révolution, c'est ça, en fait. C'est là où, derrière, on repasse dans l'économie réelle et dans le monde réel. À chaque fois, c'est ça qu'on en parle depuis tout à l'heure, de ce fameux monde réel. Mais c'est ce sur quoi on tend. Et au final, bah, c'est là où les entreprises vont de plus en plus y aller. Là, aujourd'hui, c'est encore majoritairement sur une question de placement, d'investissement, et c'est pour faire travailler l'excédent de trésorerie. Mais nous, on a de plus en plus effectivement de personnes qui s'en servent pour le paiement. Et ça, c'est ça le but. En finalité, c'est pour faire des paiements et faire des échanges Mm. entre différentes boîtes, quoi. Et je prends un niveau un peu plus international encore. Nous, on est européens, on a quand même une monnaie qui est stable. Alors, tu viens d'exprimer, je suis d'accord, il y a eu une peur, il y a des questions, en fait, il y a des questions sur l'euro. Mais mon meilleur ami est en Turquie, par exemple. J'étais à Istanbul en novembre.
La crypto là-bas, mais c'est une valeur refuge. Et on s'en rend pas compte. Et c'est que des particuliers. Ils investissent tous en crypto en disant ça sera plus stable que la lire turque. Donc, pour répondre vraiment à ta question, aujourd'hui, oui, les entreprises, bien sûr, dans la trésor, mais les particuliers aussi, c'est clairement une valeur refuge aujourd'hui. Et la crypto, des fois, est moins volatile sur Mm. sur Ouais. certains. On va peut-être aller plus sur des stables ou des choses comme ça, mais pour eux, c'est moins volatile. Ouais, je m'attendais vachement, par exemple, tu vois, quand il y a eu la guerre en Ukraine, tout début de la Mm. guerre en Ukraine, par exemple, quand justement tu as un début de guerre comme ça, tu as énormément de personnes qui quittent le pays parce que justement ils fuient la guerre. Et souvent, ça fait des phénomènes de bank run où en gros, tu as tout le monde qui va à la banque tirer son Mm. cash parce qu'ils vont partir. Ouais. Et donc, du coup, pour aller le remettre à un autre endroit. Et souvent, les banques, au bout d'un moment, tu sais, quand tu, quand tu Ouais. tires trop, au bout d'un moment, la banque, elle tombe. Donc, et je m'attendais vraiment à ce que beaucoup plus de final d'Ukrainiens passent au final, en crypto pour récupérer. Tu vois, c'est vraiment un vrai Ouais, bah ouais. use case. Tu pars de ton pays, tu changes tout en crypto, tu vas dans un autre pays, tu rechanges tes cryptos contre la monnaie locale, terminé. Mm. Et donc ça, c'est des vrais use cases, par exemple, où on montre, ça montre bien la robustesse et la vraie utilité au final des cryptos aujourd'hui, que ce soit sur le paiement ou sur des use cases comme celui-ci, au final, que ce soit la chute de la lire turque Ouais. ou là, des cas de guerre, là, c'est ça les vrais use cases qu'on a Mm. aujourd'hui. Mais après, pour le coup, par rapport à ta question des boîtes qui constituent des réserves, effectivement, déjà, il y a un petit phénomène de mode, je pense. Au final, on voit que c'est quand même pas mal dans l'air du temps. Et derrière, ça permet aussi de pas être largué demain si ce sur quoi nous, on en est convaincus, mais que ça va partir vraiment beaucoup plus et que ça va venir beaucoup plus dans le quotidien. Si tu as constitué des réserves en amont, en fait, tu as eu un meilleur prix que ceux qui vont qui vont avoir cette prise de C'est sûr. conscience plus tard et qui, du coup, vont l'avoir à beaucoup plus cher. Mm. Par contre, attention à pas se flinguer la boîte non plus, à faire n'importe quoi. C'est sûr, faut y aller mollo. Quand tu prends un bilan ou un compte de résultat, tu as, ton résultat financier. C'est le tout bas de bilan, si on revient sur de la comptabilité pure. Donc en fait, c'est dans l'ADN de toutes les entreprises que d'aller avoir de la trésorerie qui est diversifiée. Alors à l'époque, ils allaient le diversifier sur des comptes de placement, peu importe, vendus par le banquier. Aujourd'hui, ils vont le faire dans la crypto. En fait, c'est smart que de réinvestir un peu ta trésorerie. C'est bête de garder tes X milliers ou Mm. millions d'euros sur ton compte immobilisé. C'est smart que d'aller le réinvestir. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ils sont peut-être moins accompagnés, comme tu le dis, des banques qui pouvaient proposer des placements. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, Bank of America, etc., ils ont dit, nous, on est chaud, on est prêt à aller proposer de la crypto aux particuliers. Tu penses que ça va arriver dans Là, il y a le groupe non. BPCE. Là, par exemple, il y a le groupe BPCE, par exemple, C'est quoi ça? c'est un groupement. Alors, t'as Banque Populaire, Caisse t'as d'épargne. Caisse d'épargne. Du coup, là maintenant, ils vont proposer ce type de produit Mais désormais via BPCE. t'as T'as du Lubac, de Lubac qui est quand même un des leaders en France qui s'est positionné très tôt Ouais. là-dessus et qui gère le travail. T'as beaucoup de GP, tu connais aussi beaucoup Mm. toi, de gestionnaires de T'as les patrimoine gestionnaires de patrimoine qui commencent à le distiller. Ouais. Ouais. qui commencent, donc ça se structure. C'est toujours cette passerelle entre les deux mondes pour pouvoir offrir la meilleure solution. C'est là où, au final, il y a pas mal de monde, effectivement, qui commence vraiment à se constituer ces fameuses réserves. Mais ça se transpose, tu vois, c'est ce que je pensais juste avant, mais tu regardes, c'est un avantage, entre guillemets, pour demain de constituer ces fameuses réserves-là en devise. C'est exactement comme quand il y a eu la guerre en Ukraine, tu sais, il y a eu justement l'Union européenne, ils ont voulu affliger une sanction à la Russie, par exemple, avec la sortie du système SWIFT. Ouais. Et donc ça, pour contrer ça, tu avais justement la Russie, ils avaient constitué des énormes stocks au final avant de devises du coup étrangères pour que quand on les a sortis du système SWIFT, ils avaient déjà des énormes au final Mm. réserves qu'ils ont pu utiliser, etc. pour compenser au final un maximum cette pénalité qu'on était en train de leur faire. Et ça, c'est un peu le même aujourd'hui, un peu dans la même idée que aujourd'hui tu as ces constitutions au final de réserves pour que demain, quand il y aura plus d'échanges, au final tu pourras faire tes échanges un peu moins chers, quoi. Je capte. Ils disent la Poste propose des cryptos en Suisse. Mhm. C'est quoi cette Poste? Et la Poste, ils investissent. Ils sont. Ouais. Ah ouais, ils Ils ont font des timbres en NFT. Ils font des- La Poste a toujours été précurseur en France, hein, le groupe, la Banque Postale, ils nous prennent. Quand je dis nous, c'est notre écosystème, hein, c'est tout l'univers Web 3, blockchain, on l'appelle comme on veut, et ils nous prennent au sérieux, ils nous regardent de près.
Mais là, c'était de la poste suisse, tu disais? Ouais, la poste Les suisse. Suisses aussi. Bah, après, les Suisses, même dans le canton de Zoug, tu peux même payer tes impôts fonciers en crypto, hein. Tu as plein de cantons maintenant. Nous, on a pas mal de clients aussi en Suisse. Tu as le canton de Lugano, par exemple, là où il y a à Lugano. Tu vas avoir le canton là où il y a Zoug. Pareil, du coup, c'est des cantons qui sont très, très ouverts. Ouais. Même là, maintenant, il y a le canton de Genève qui est extrêmement ouvert maintenant, même à recevoir beaucoup de porteurs de projets, etc. Là aussi, bah, tu vois, dans le cadre de Mika, étant donné que la Suisse n'est pas sous ce couvert-là, bah, il y a énormément de PSAN qui partent là-bas, parce qu'au final, pour avoir des agréments en Suisse, c'est beaucoup plus simple. Et derrière, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la clause du grand-père dans la réglementation. Donc, c'est au final, pendant 18 mois, on peut encore, c'est un fameux délai en soi pour être en conformité vis-à-vis de la réglementation MiCA. Donc, il n'y a pas énormément de personnes qui vont en Suisse au final, avoir cet agrément. Et en fait, ils peuvent continuer au final à opérer, à vendre des crypto-monnaies, par exemple en France et en Europe, pendant 18 mois. Et après, à terme de ces 18 mois, ils n'auront plus le droit. Et là, c'est ce qu'on appelle le concept de reverse solicitation, c'est-à-dire qu'en fait, ils auront uniquement le droit de traiter des clients, mais qui viennent les voir. C'est-à-dire que si c'est le client français qui va aller voir en Suisse, là, du coup, c'est cohérent. Et donc, au final, bah, là, il va y avoir énormément d'entreprises qui vont, pendant 18 mois, faire à fond du marketing, etc., pour essayer de constituer, on va dire, une notoriété assez forte et avec une espèce de bouche à oreille qui va se distiller après à terme. Et pour que comme ça, en fait, les clients après puissent venir directement vers eux. Et donc là, ça passera vis-à-vis de la réglementation parce que c'est le client qui va vers eux. Et en plus, c'est assez cohérent avec la Suisse, tu vois, c'est assez facile à faire parce que ils parlent la même langue que nous. Donc si tu es à Genève, si tu as ton site en français, voilà, tu as juste à mettre ton petit drapeau suisse et ça passera. C'est vrai que si jamais tu dois faire ça avec l'Italie, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué parce que si tu viens targeter des Français et que tu parles italien sur ton site, ils vont pas comprendre ton service sur ton site. C'est quoi d'ailleurs les pays, et je crois qu'il a préparé une petite tier list. Si vous connaissez, bon, on ne prône pas l'évasion fiscale ou quoi que ce soit, mais si vous avez... Vas-y, tu peux lancer le petit truc. Voilà. Si vous deviez faire une liste de tous ces pays-là en termes d'imposition et peut-être éclairer un peu les gens sur tout ça. Bon, c'est sûr qu'on va mettre la France en dernier, ça c'est sûr. Ah bon en termes de, là, tu veux qu'on les classe en termes de coût fiscal? Ouais, en termes de... Ouais, c'est quoi le plus avantageux? C'est quoi Quand j'ai des cryptos, il vaut mieux que j'habite à Dubaï, en Italie, en France, en Grèce. Et quels sont les taux si jamais vous les connaissez? Et moi, je fais un petit tour aux toilettes, j'arrive. Alors, Dubaï en soi, ça sera certainement le premier. Pour moi, je sais pas, Myriam, toi, mais. Oui, c'est la rumeur, mais il paraîtrait que oui. Ouais. Normalement, je pense que oui. Bon, ce qui est sûr, c'est que tu peux mettre la France en dernier. Parce que on est le pays. Tu penses vraiment? Ah bah, on est le pays peut-être. Alors après, si c'est qu'on est que sur les cryptos, en soi, nous, le gros avantage qu'on a en France, c'est qu'on on taxe uniquement ce qu'on change de crypto-monnaie à euros. Alors qu'il y a d'autres pays, par exemple, l'Allemagne, normalement, de mémoire, je crois que l'Allemagne, ils vont taxer à partir d'un certain montant, ils vont taxer même les échanges crypto-crypto. Il me semble que c'est à partir de 40 000 euros. Je pense que je mettrais peut-être. Peut-être que l'Allemagne en dernier. Alors, on va mettre pour être un peu chauvin, on va mettre la France en 6 et l'Allemagne en 7 alors. Ouais. Le Canada. Canada, je connais pas du tout la fiscalité là-bas. Vous nous posez des sacrées colles. Ouais, là, elle est costaud, celle-ci. Il nous faut Grégoire avec. Là. On a le droit à un appel On a le droit à un appel à un ami, c'est que là, ou un 50-50 peut-être. Appel à ChatGPT si tu veux. Ça me paraît cohérent déjà. Ah ouais bon, là, sur ceux-là, effectivement, je pense qu'il n'y a pas trop de... On va faire du plouf-plouf. Canada. Je bug là-dessus parce que je sais pas pourquoi vous nous mettez le Canada. Il y a un truc là-bas? Canada. Attends, je vais faire avec ChatGPT. Même moi, j'ai pas la réponse. La Grèce. Italie, c'est pas. Italie, moi je les mettrais en 5. Ouais, Italie, je pense que je les mettrais en 5 aussi. Ouais, ils sont pas mal taxateurs là-dessus. Ouais. C'est quoi la bonne destination en Europe quand on a des cryptos? En Europe, il y a Andorre qui est vachement à la mode. Portugal, en vrai. Portugal, c'est toujours pas bon, mal. Portugal? Portugal, ouais. C'est quoi encore ça va se finir bientôt. Bientôt, mais après pour les sociétés, c'est pas mal en tout cas. Société, on est qu'à 17% en Portugal, pour y avoir habité. Il y a Malte. Ouais. Malte, du coup, énormément de personnes partent à Malte aussi.
Luxembourg veut se montrer. Alors, Luxembourg, c'est toujours le même positionnement. Ils veulent être institutionnels haut niveau, mais en tout cas, ils prennent l'enjeu au sérieux. Ok. Ça reste, d'un point de vue business, peut-être pas particulier, mais business, ça reste très intéressant. Ils restent pragmatiques, quand même. Comme les Suisses en soi. C'est vrai Comme les que les Suisses, alors après, le problème de la Suisse, enfin, c'est super, hein. La Suisse, en gros, l'imposition, il y a uniquement un impôt sur la fortune, et c'est à partir de 100 000 francs suisses. Le seul point, c'est de rentrer en Suisse, quoi. Rentrer Ok. en Suisse et vraiment pouvoir y rester, c'est très difficile. Donc ça, c'est un des points. Mais effectivement, une fois qu'on y est, on y est bien, ouais. Après, bon, il y a quand même un coût de la vie qui est assez fort. Après, ça dépend le canton où on va, parce que certains cantons sont beaucoup plus souples. C'est vrai qu'en Suisse, c'est très, voilà, c'est très diversifié. Ça dépend vraiment du canton. Il y en a qui sont très, très, très ouverts. D'autres, généralement, ça dépend de la banque cantonale. En fait, souvent, c'est la banque cantonale qui va donner la ligne directrice. Si jamais la banque cantonale est complètement contre, tout le canton sera contre. Ouais. Et donc là, je sais que le canton de Genève est très, très, très porteur à ce niveau-là. Moi, j'avais rencontré le président de la chambre de commerce justement de Genève. Si vous montez un projet crypto à Genève, ils vous payent les bureaux pour le démarrage. En tout cas, voilà, ils vous prêtent des bureaux, etc. pour le démarrage au niveau de la chambre de commerce. Ils vont même vous faire des bonnes restrictions sur les impôts, etc. Vraiment pour vous aider, vous lancer. Voilà, et ça, c'est top. C'est vrai qu'en France, on n'a pas cette chance-là. Non. Souvent, on est plutôt à nous couper les aides dès qu'on décolle. Mais non, franchement. Ouais, c'est pour ça que la BPI. Zoug. Vous êtes il y bien a la quand B- même. Oui, il y a la Ouais, la BPI, il y a la BPI, BPI. quand même. Heureusement qu'elle est là, la BPI. Heureusement qu'elle est là. Mais c'est vrai que Zoug, c'est rempli de tout ce qui est Solana, DYDX, machin. Truc. Mm. Donc, Après, faut y- ils ont faut- tous un bureau là-bas, quoi. Après, ouais. Après, je sais pas s'ils vivent à Zouk, parce que je sais pas si t'es déjà allé, mais tu vas pas faire du canoë sur le lac, t'as pas grand-chose à faire. Ah ouais. Ah non, non. Non, non, c'est assez calme le canton de Zoug, et puis en plus, c'est un peu, tu sais, c'est vraiment la Suisse allemande, donc là, Ah, ok. c'est pas là-bas que tu vas faire les meilleures soirées de ta vie, Mais je crois que l'Allemagne, c'est pas si mauvais que ça, hein, comme ils disent Ah ouais? dans les commentaires. Ils ont un système où, tu sais, si tu hold pendant plus d'un an, Mm. après, t'es exonéré. Ok. Non, Comme au ça, Luxembourg. Au Luxembourg, ils ont ça en Belgique je crois que aussi, c'est ouais. pendant 6 mois. Si tu holds pendant 6 Trop mois bien, au ça. Luxembourg, c'est vrai que c'est cool. ça te force à holder. Ils devraient mettre 4 ans. Tu vois, comme ça, t'es obligé de le garder pendant un cycle entier. Ça serait top. Ils Ça. devraient mettre holder pendant un minimum 4 ans. Bon, bah, on Voilà. remonte l'Allemagne alors. C'est pas Ouais. septième. Attends, je vais demander à ChatGPT directement. Ouais, non, on va faire confiance à. Italie, France. On est aidé en live. Grèce, Thaïlande. Et il y avait quoi d'autre? Il y en a un autre à droite, tout à droite? Non, il n'y en a pas d'autre. Si? T'es Canada, tout à droite. Ah, Canada. La Thaïlande. Heureusement qu'on a ChatGPT. Thaïlande, moi j'ai jamais eu de retour par rapport à ça. J'ai eu aucune personne qui s'est extradée. Et j'ai vécu en Birmanie 7 ans et demi. Et j'ai jamais entendu parler d'une communauté crypto complètement dingote à Bangkok. Alors effectivement, en Allemagne, tu C'est peux mieux. c'est exonéré au bout de si tu hold pendant un an, sinon c'est 45% quand même. Ouais. Si tu passes par le truc normal. Italie, 26% sur Et les les plus-values. échanges, c'est surtout ce qui est important, c'est de voir est-ce qu'il y a des faits générateurs d'impôts entre les swaps crypto. Ah, ouais, Parce ouais, que c'est- ça, en tout cas, nous en France, c'est vrai que ça, c'est un des avantages. Parce qu'il y en a quand même un, c'est qu'on n'est pas imposé si on est sur un échange crypto. Ouais. En particulier. Ah Et bah, ça, c'est un heureusement, sacré avantage quand heureusement. même. Mais de toute façon, ils arriveront pas à le traquer, ça. Non. Alors après, alors c'est quelque chose un peu clivant en ce moment, mais du coup là, c'est depuis le 30 juin, donc depuis le 30 juin 2024. Du coup, il y a eu au niveau des stablecoins un changement d'interprétation, c'est-à-dire que à la base, c'était considéré comme un crypto-actif et désormais, c'est considéré comme une monnaie numérique. Et donc, si on suit strictement le texte de loi, aujourd'hui, entre guillemets, une monnaie numérique est fait générateur d'impôts. Pour le moment, l'administration fiscale, ils n'ont pas du tout dit que c'était comme ça que ça allait se passer, etc. Attendons de voir en soi avec une clôture comment ils vont se positionner par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que si on suit strictement la loi, en tout cas aujourd'hui, ça veut dire qu'à terme, des changements de crypto-monnaie en stablecoin, du coup, seront faits générateurs ouais. d'impôts. Donc, Ça va être compliqué. Ouais. j'espère pas, mais bon, en même temps, c'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu cohérent parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'exchanges qui délistent les stablecoins qui sont non régulés. Ouais. Si on suit un peu la logique aussi, à partir du moment où on passe de crypto-monnaie en stablecoin, on se libère de la volatilité du marché, donc ça nous sécurise, donc ça reste très cohérent qu'on paye des impôts sur quelque chose où on est sécurisé, parce que c'est comme si on allait changer en euros en réalité. Ouais. Donc bon.
Mais est-ce que ça amènerait pas du flux justement sur Bitcoin? Parce que si moi on m'interdit de passer sur des stablecoins, mes Solana je les change en Bitcoin, mes Ether je les change en Je suis Bitcoin. d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ce serait très bullish Ouais, pour le Bitcoin. ça c'est Si, sûr. si en tout cas, si jamais vous voyez en tout cas que qu'on commence à aller là-dessus justement au niveau de la réglementation, c'est vrai que ça. Alors après, ce sera que en France, donc notre impact à mon avis, je pense sur le Bitcoin, Ouais, ça sera peanuts à mon avis à l'échelle mondiale, mais ça ira dans ce sens en ouais. tout cas. Ouais. Ou sinon vous avez évidemment vous avez des cryptos qui sont adossés à l'or, hein, le Pax Gold ou des trucs comme ça, qui peuvent Mm, être intéressants et que vous pouvez trader sur Binance, même sur la blockchain mm, Ether et tout. c'est clair. Grèce, c'est 15%. Thaïlande, c'est de 0 à 35% en fonction du montant des revenus. Canada, 50% des gains en capital réalisés sur les cryptos sont imposables. Ils sont gourmands. Hein. Le taux d'imposition effectif dépend du revenu total de l'individu et de la provenance de la résidence, variant entre 15 et 50%. Ok, donc on va remonter l'Allemagne, on va mettre le Canada tout en bas. Là, j'ai ChatGPT maintenant. Ah, c'est mais là, bon, tu peux on a Richard. perdu, nous. L'Allemagne, moi, je mettrais 2. Hein, Peut-être en deux, ouais. Canada, full dernier. Et dernier, ouais. Thaïlande, Grèce, 15%, donc ça va. Puis Thaïlande pour la météo quand même. Allez, Thaïlande, 4e pour la météo. c'est bon vivre. C'est vrai qu'en plus, mes associés sont allés au DEFCON, ils sont allés au DEFCON cette année. Et c'est vrai qu'ils ont pas bien fait leur travail, parce qu'ils ont même pas su quelle était la fiscalité là-bas. Donc, Ah. évidemment, ils ont dû faire trop la fête là-bas pour que ça. Officiellement, non, il disait que c'était sérieux, qu'il allait travailler. Oui, bien sûr. Ils sont allés pour le travail, bien sûr. Ouais, tu peux enlever le. Et donc, enlever les il n'y avait pas de classement, il n'y avait pas de bonne réponse. C'est moi qui ai le classement. Ah. Ouais. Genre, on est bon là, ça c'est bon. On va peut-être finir sur ça par rapport aux impôts. Si vous avez des questions et tout sur la comptabilité et tous les sujets qu'on vient d'aborder, mettez-les maintenant, c'est le moment. Moi, j'avais une question pour vous. Le fameux running gag de ouais, j'étais en bateau et j'ai perdu ma ledger. Est-ce que ça marche encore ça en 2025? Bah, en gros, moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont posé cette question. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont demandé de trafiquer des trucs ou de cheater ou quoi que ce soit? Non, bah en fait, souvent, on a vraiment la question de nous dire bah, voilà, comment on peut passer à travers les mailles du filet et voilà, comment on peut un peu masquer le truc. Et c'est avec cette question de j'ai perdu ma ledger, malencontreusement, bien sûr. Du coup, bah, comment ça se passe? En soi, l'administration fiscale, ça reste quand même déclaratif. Donc, si jamais vous leur dites que vous avez perdu votre ledger, vous aurez perdu votre ledger et du coup, ils vous croiront. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est que sur votre ledger et sur vos adresses, ils vont quand même vous demander les adresses qui étaient à l'intérieur de la ledger et ils vont mettre un tracker dessus. Et donc, si jamais bah, cette fameuse ledger perdue avec des adresses du coup qui sont perdues dessus, bah, elle se réactive par magie au bout d'un moment. Qui c'est qui connaît son 0x 300? Bah, c'est juste qu'en fait, eux, ils vont vous demander en fait quand. Comment je le connais pas, mon. Alors normalement, tu es censé du coup lister, Ah ouais. toutes tes adresses que tu avais en soi sur tous tes comptes. Donc ça, moi, c'est une des prérogatives d'ailleurs, enfin, c'est un des conseils qu'on donne à la plupart de nos clients, c'est de tenir justement un registre de wallets, vraiment d'avoir un Excel avec tous vos wallets à l'intérieur, parce que ça, si jamais vous faites contrôler, l'administration fiscale, ils vous demanderont tout ça. Donc, et donc là, notamment, dans le cadre de la fameuse perte de ledger, après, ils vont mettre des trackers sur toutes vos clés que vous aurez. Du coup, vous aurez l'obligation de leur donner. Et si jamais, en soi, il y a une de ces adresses qui se réactive, ils vont vous dire, mais vous êtes vraiment sûr que vous l'avez perdu, votre ledger? Et donc là, il faudra bien que tu sois à l'aise dans tes baskets pour leur répondre, parce que là, dans ces cas-là, après, ils vont te mettre à poil. Les gens disent, est-ce qu'on doit déclarer une tangème? Bah non. C'est pareil qu'une ledger. Quoi? Enfin, non, on n'est pas obligé. Ah, alors, tu dois. Non. Alors aujourd'hui, l'obligation que tu as, c'est de déclarer tes comptes à l'étranger. Ouais. Et donc, les comptes à l'étranger, effectivement, c'est les plateformes, c'est les exchanges que tu dois déclarer. Donc, non, pour l'instant, non, tu n'as pas encore à déclarer ça. Par contre, si jamais tu te fais contrôler, il faudra que tu puisses. Il faudra que tu dises ce que tu as, par contre. Ok. Et ça, justement, c'est là où. Alors, c'est pas pour faire peur à tout le monde, parce que Myriam, Myriam en rigole, mais souvent, en fait, à partir du moment où, dans un an, ils auront accès à toutes vos transactions, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les transactions qui partent de votre exchange vers vos wallets, du coup, ils sauront, quels sont les wallets avec lesquels votre exchange communique. Ils ont commencé à le faire en Royaume-Uni, ça, j'ai vu à Londres et tout. Kraken a l'obligation, ou je sais plus quel. Tous les exchanges au Royaume-Uni ont l'obligation. de le faire. Quand tu fais un withdraw sur la blockchain, il te dit c'est où sur la blockchain, c'est à qui se MetaMask. Tu dois le KYC, quoi. Ah, c'est normal. Alors après, effectivement, là-dessus, ça sera, pour le justifier, ça sera soit en soi, c'était
un tiers. Donc là, en fait, faut identifier le tiers à qui Ouais. vous l'avez envoyé. Mm. Et si, en général, si c'est pas un tiers, bah, c'est que c'est à vous. Nico, est-ce que tu peux reposer la question des paiements en crypto et de leur taxation selon que tu aies fait du bénéfice ou non? Oui, parce que les gens disaient, voilà, quand je paye avec ma carte Binance, j'ai pas forcément fait une plus-value, quoi. Bah, c'est une, comment dire? C'est la valeur au moment. Ça, c'est l'exchange qui doit te donner, qui doit te calculer au moment. Tu as une valeur au moment où tu vas payer. Donc en fait, c'est cette valeur qui va être prise et là-dessus, tu vas calculer la plus ou moins value. En gros, imaginons, je C'est sais pas, déclencheur. C'est sur l'année? Non, c'est au moment. Non, c'est sur le moment. C'est En ton fait, cours du moment. ouais, c'est ton cours du moment, ouais. En gros, c'est en fonction. En gros, bah, c'est-à-dire que tu vas avoir, imaginons, je sais pas, tu as fait des plus-values entre guillemets sur un token. Voilà, t'as fait des plus-values et tu payes entre guillemets avec ta carte crypto. Et ben en gros, avec le montant en gros que tu as payé par rapport au taux de change à ce moment-là, et ben du coup ils vont du coup t'imposer sur cette plus-value que tu as fait de manière globale sur toutes Sur tes l'intégralité sur, du compte. sur l'intégralité du Si, compte sur cette crypto. si par exemple j'ai 10 000 USDC sur lesquels je fais pas de plus-value parce que c'est un stablecoin, mais qu'à côté j'ai des tokens, des shitcoins et tout qui prennent de la valeur, du coup je suis imposé sur la plus-value de Ça va l'intégralité de dépendre. mon compte, même si j'utilise que mes Tu choisis USDC. En fait, tu vas pas payer avec En fait, tu vas pas payer avec ton portefeuille. C'est que si tu payes, ta carte, elle va aller solliciter derrière une Une crypto. crypto. Et si elle vient solliciter des USDC sur lesquels j'ai pas fait de plus-value. Bah là-dessus, il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de plus-value. Du coup c'est par crypto ou c'est par compte? Non, Par c'est crypto. c'est par crypto, ouais. C'est par C'est crypto. par en fait. crypto. Ouais, c'est par C'est crypto. la crypto que je suis en train de dépenser. Je sais pas comment ça marche sur crypto.com. La crypto que je suis en train de dépenser, c'est elle qui... Attends, si j'ai des bitcoins, j'ai fait une plus-value dessus, je les ai Tu transférés les as en, transférés. Non, en non, USDC. en gros, si tu veux, t'as ta plus-value globale. Ouais, T'as global ta du plus-value compte. globale de ton compte. Et en gros, c'est dès que tu vas avoir, entre guillemets, un paiement du coup, que tu vas faire en imaginant en USDC, et ben, en gros, tu vas avoir effectivement ta plus-value sur ton wallet au global, Ouais. du coup, mais basé sur ton USDC qui va au final être un fait générateur d'impôt. Donc en gros, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, tu payes 100 balles alors que tu étais à 1000 euros par exemple de plus-value, et bah du coup, ça va quand même te faire tes 100 balles de plus-value. Ok. Bon, oui, les gens disent c'est flou. Allez sur Compta Crypto. En fait, c'est les règles comptables de base. Je vais vous le Ouais. faire sans crypto. On le fait de manière classique. C'est comme les stocks. Tu achètes quelque chose, il rentre à 1 euro dans ton stock. Parce que tu le gardes à la maison, tu gardes chez toi, ça va prendre de la valeur. On est sur une situation où tu vas faire de la plus-value. Au moment où cette marchandise ou ce bien va sortir de ton stock, il aura une plus grande valeur. Un produit financier, ça va être la même chose. C'est que on va prendre la valeur d'achat, la valeur de revente. Si tu es au-dessus, on calcule la plus-value. Ok. Si tu es en dessous, on calcule la moins-value. La finance, c'est la même chose. Gardez ça en tête. Ok. Bon. J'espère que On a peut-être pas bien expliqué sur ce truc-là, je sais pas. Bon, Ah, si. n'hésitez pas. Non, je et disais, c'est puis, bon, ça. Si ouais, jamais il y a d'autres questions. si jamais, Si, bien sûr. voilà, c'est Mais- pas assez mais sinon, concret, allez sur, n'hésitez pas. sur Compta Crypto et ça le fait automatiquement. Ouais, ça se fait automatiquement en tout cas sur Compte Crypto. Voilà. Oui, mais ça se calcule dans ton compte de résultat, donc si tu fais des pertes à côté, ça se compense. Alors là, du coup, c'est un professionnel, du coup, c'est pas un particulier, si c'est un compte de résultat. Un professionnel psychographe dans la vie réelle. Bon, allez. Je sais pas. Non, c'est bon, c'est clair, hein. Moi, je trouve que c'était clair. Bon, utilisez pas la carte Binance et tout. De toute façon, Non, mais on peut, énorme merde. on peut le faire, mais c'est vrai que c'est ça. Après, derrière, comptablement, c'est un peu plus difficile à suivre, etc. Et en tout cas, faut juste que que tout le monde comprenne que si jamais on utilise la carte en crypto, c'est un fait générateur d'impôt, ça, Ouais. c'est sûr. Il y a des questions là. Est-ce que je déclare mon investissement et en fonction de mes performances, j'aurai ou non à payer une flat tax sur ma plus-value si je l'encaisse en euros? Ouais, ça a l'air cohérent ce qu'il vient de dire. Il y a d'autres qui disent c'est calculé au prorata de ta value. Bon, les gars. Bah, C'est 30%. non, mais en vrai, ce qu'on va faire, c'est hyper intéressant. S'il y a beaucoup de questions, Ouais. en vrai, nous, on organisera un webinar, à la limite, avec mon associé qui est avocat fiscaliste. Et comme ça, on vous enverra à la limite le lien si vous voulez le relayer. Carrément. Et dans ces cas-là, on pourra répondre à ce use case par rapport à la carte crypto.
Bah, on est bon. On a dépassé les 17 minutes. Mais Ça va? on va pouvoir passer sur la deuxième partie. Comment je peux générer les impôts s'il n'y a pas de plus-value? Ouais, y a pas, vous inquiétez pas, les gars. On va faire. Ils vont faire le webinaire. Ce sera plus simple. Ok, bah on est bon sur la première partie. Si vous voulez faire un petit shout-out à la caméra, parce que ce sera coupé en deux sur YouTube. Donc là, c'est la fin de la première partie. Tu dis aux gens, allez sur Compta Crypto, allez sur Solid Finance, Ouais. expliquer. Non, vas-y, commence. Vas-y. Qu'est-ce que je leur dis juste venez nous rejoindre, c'est ça? Ouais, mais pourquoi ils Pourquoi doivent aller te rejoindre? Solid Finance, bon, si vous devez, en tant que professionnel, vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais pas. Nous, on est en B2B2B, donc si vous êtes. Il y a des gens banques- qui ont des boîtes aussi. Exactement. Si vous, Pas des si vous banques, avez mais- des paiements en devises étrangères à faire ou des paiements en crypto que vous voulez faire, n'hésitez pas à venir. Solid.fi, c'est notre site internet. On est aussi présent sur LinkedIn. On sera sur scène le 11 mars au Théâtre de Paris pour pitcher Solid Finance. On a 4 minutes pour convaincre les investisseurs et tout l'écosystème. Oui, essentiellement pour ça. C'est quoi ça? C'est organisé par qui? Par 50 Partners. Ah, ok. Il y a une journée pour mettre en valeur toutes les entreprises. Eh bien, on viendra. Alors non, il n'y en a que 20 en fait. Il n'y a pas toutes les entreprises, il y a que celles du moment. Et si jamais vous avez plein de questions, comme on a pu le voir en comptabilité et en fiscalité, n'hésitez pas à aller sur le site comptacrypto.com. Donc on l'accompagne et les particuliers et les entreprises. Et évidemment, là, du coup, au cas par cas, on aura également mon associé qui est avocat fiscaliste qui pourra répondre à toutes vos questions et bien mieux que moi. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner.